Salut les ludogeeks et bienvenue chez Grégoric. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi le codex Harlequin. Voilà, donc il vient juste de sortir chez Games Workshop, sorti ce samedi. Pourquoi le codex Harlequin chez Grégoric? Eh bien tout simplement parce que j'ai des vieilles figurines d'Harlequin que j'ai envie de peindre depuis un moment. Je m'étais laissé tenter il y a un moment euh, quand la V7 est sortie, puis finalement la V7 ne m'intéressait vraiment pas. Donc je ne me suis pas mis sur la V7. J'étais tenté quand les index sont sortis, finalement les armées sont sorties très vite, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir. En fait, c'est sorti avant que j'ai pris le temps de réfléchir. Je cherchais un schéma de couleur, j'ai peint plusieurs figurines, je trouvais pas et tout. Et là, finalement, avec Tiny Iron Boy du pain et des jeux, j'ai peint la figurine. J'ai réussi à trouver un schéma de couleur qui me plaisait. Voilà, bon, voilà, comme il y avait le codex Harlequin, voilà, ça me motivait à ressortir les figurines. Et en plus, là, moi je viens de bosser sur mes Eldar noirs, il vient de bosser sur ses Nécrons. Il se lance dans une nouvelle armée histoire de faire juste une force de 1000 points pour jouer avec les copains, pas plus. C'est juste un défi peinture, monter une petite armée de 1000 points. On n'a pas envie, c'est pas notre armée principale ou quoi. Je me suis dit, allez copains, je te suis sur le projet, je vais me monter 1000 points d'Arlequin. En fait, je me rends compte que 1000 points en Harlequin, c'est énorme, il faut énormément de trucs, donc voilà, on va voir. Donc là, le codex vient juste de sortir, on va voir de quoi il en retourne. Petite disposition un peu différente aussi, parce que là, bon, vous voyez pas, on verra, je ferai peut-être une vidéo sur mon matériel, un de ces quatre. Mais là, je teste un nouveau système, en fait. Donc là, la caméra que vous avez, c'est pas la plus agréable, mais voir ma gueule, c'est pas ce qu'il y a de plus important, donc voilà. J'ai une lampe éclairage lumière du jour, j'ai un super micro là qui est ici. J'enregistre en bis, en deux voix avec le truc qui est là. Et je vais avoir ma caméra d'appoint sur le codex qui va être ici. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. J'ai aussi un nouveau tapis noir tout beau, tout propre pour faire les Open the Box. C'est quand même plus sympa. Donc nouveau dispositif, c'est un essai, on va voir si ça fonctionne, si ça vous plaît, on continue comme ça. Pour moi c'est moins lourd en termes de montage et d'installation, donc tout bénef. Voilà. Donc ce codex Harlequin. Alors on va retrouver tout ce qu'on a vu sur les derniers codex Warhammer 40 000, c'est-à-dire qu'on a l'illustration de l'ancien codex, c'est absolument pas nouveau, c'est exactement la même illustration que sur le précédent, mais avec une marge autour qui permet d'identifier comme étant un codex de la V8. L'illustration est en vernis sélectif et il y a des petits logos en fait qui vont être sur les bords. Donc on va voir que c'est les différents type de troupes et de personnages qu'on va retrouver dans le codex. Alors, toujours la première page intérieure, je vous invite à revoir les ouvre la boîte sur le codex Deathguard et sur le codex Drukhari. Donc toujours cette même structure Drukhari, illustration noir et blanc à l'intérieur. Voilà, qui est très très chouette. Donc qui est moderne à mon avis, puisqu'on y retrouve du Marines de la Peste Dark Imperium. Et j'aime beaucoup le design des porte-peste là, qui est là-dedans. Ils sont plus humanoïdes, un peu plus costauds. Donc c'est assez sympa. On va voir par la suite. Voilà, donc une belle page de garde, les guerriers du dieu moqueur. Toujours le même sommaire, l'introduction pour dire qu'est-ce que c'est que ce livre, quelle armée c'est. Alors, comment sont divisées les différentes parties? On a Fantôme de la Toile, ça va être toute la partie sur l'historique de l'armée. On va avoir les lames de Ségorach, donc Ségorach, le dieu moqueur. Ça va être la galerie de figurines peintes. Les masques de la guerre, ça va être les fiches techniques des unités. Et Voyageurs dans le labyrinthe, c'est là qu'on va avoir toute la supplémentaire de Seigneur de guerre, stratagème, coup en point et compagnie. Là, on retrouve l'illustration, hop, on a juste là en noir et blanc. Voilà, donc on voit quand je disais là, les porte-peste qui sont quand même bien sympas, un peu mastar, plus humanoïdes, moins cartoon en fait, et je trouve qu'ils sont bien chouettes comme ça. Est-ce qu'on pourrait envisager une nouvelle unité de porte-peste? Pourquoi pas? Voilà. Donc, les fantômes dans la toile, l'histoire de la chute, les dévots de Ségorach, qui est Ségorach, voilà.
la chute des Eldar, le banquet des âmes, les différents équipements. Ça j'aime bien, parce que c'est vrai que si on n'a pas l'habitude des arlequins, mettons, j'ai jamais joué Eldar ou quoi que ce soit, je me mets aux arlequins, bah, les équipements un peu ésotériques qu'ils ont, c'est bien de pouvoir les différencier. Donc là on a le pistolet Shuriken, qui va être le pistolet de base de l'armée, on a le pistolet à fusion, et le neurodisrupteur. Donc ça va être les armes de tir des fantassins. En arme lourde, on a ici le canon shuriken, le canon prismatique, donc ça qui est vraiment le truc perso des arlequins, et le canon disrupteur à emprunter aux Eldar noirs. Le baiser d'arlequin, l'étreinte de l'arlequin et la caresse de l'arlequin, et le trait d'Alil, qui sont les bolas stellaires utilisés par les motojets. Et on a, bon, classique, hein, l'épée énergétique, la lance spéciale, la ceinture antigrave et les différents masques. Toujours hein, une carte assez sympa. Bon, là, ce qui est cool, c'est comparé aux autres, ça ne va pas parler de l'Imperium, ça va parler vraiment des royaumes Eldar. Donc c'est très sympa. Les mondes exotiques sont cités. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que les exodites ont à nouveau une place officielle dans le background de Warhammer 40 000. Et il y en a beaucoup en plus des mondes exodites, hein, mine de rien, sur la carte. Hein. Il y a là. C'est quand même pas mal, quoi. Il y a plein de... Voilà. Moi, je dirais peut-être des petits passages de fluff après, pour voir. Alors, on est dans le très classique hein, des codex. Comment se structure l'armée, qui sont les chefs qui dirigent, machin, voilà. Là, on apprend à compter avec des losanges et des triangles. Présentation et petit bout de fluff de chaque masque. Donc les masques, en fait, ça va être les équivalents des chapitres ou des obsessions ou des dynasties. Voilà, donc il va donner un style de jeu à votre armée. Donc on a les différents masques. Voilà. Les astres glacés, j'aimais bien le schéma de couleur dans l'idée, mais celles de game sont pas très belles en noir et blanc comme ça. Voilà. Donc il y a pas mal de masques différents au final, alors qu'en fait dans les règles on va en avoir 5 ou 6 je crois. Moi j'aime bien ce genre de truc, une petite chronologie hein, des différents événements. On va peut-être revenir dessus, ça peut être sympa. Voilà, toujours des illustrations sympas. Les arlequins contre Slaanesh, hein, ce sont les grands ennemis. Les arlequins sont globalement spécialisés en défense contre le chaos. Alors, là on arrive sur les unités. Donc on va voir le Troop Master. Troop Master, ça va être le chef de la bande, en fait, qui va diriger tout ça. Et en choix de troupes, vous avez les troupes. Voilà. On a le Shadow Seer, donc qui va être le psycheur de la bande. Le Death Jester, qui va être la seule unité, enfin c'est un personnage élite ayant une arme de tir longue portée. C'est pas si longue portée que ça en plus, mais c'est longue portée quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'unité de soutien longue distance. Donc à voir. On va voir ce que ça donne. Le solitaire, ça on peut en avoir qu'un dans l'armée, mais alors c'est une sacrée brutasse. Voilà. Le Skyweaver, donc c'est une motojet biplace, où en fait on va avoir donc le pilote et le combattant. Combattant qui est équipé soit d'une lance, soit de bolas. On va avoir le Star Weaver qui va être le transport de l'armée, et le Void Weaver qui va être le soutien, quoi, soutien de l'armée. Donc il va être équipé d'un canon shuriken et en plus soit d'un canon disrupteur, soit d'un canon prismatique. Voilà, donc ça va être l'option lourde de l'armée. Et quand je dis lourde, c'est quand même de l'arlequin, quoi. Et c'est tout. Donc il y a quand même très très peu d'unités dans ce codex. Voilà, moi je me dis que pour faire 1000 points, final je vais avoir quelques troupes, je vais avoir tous les personnages, et
va rajouter des véhicules, quoi. On va voir ce que ça donne. Mais je suis assez dubitatif, en fait, parce que bah, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choix. Moi, j'aime bien avoir du choix, et là, il n'y en a pas, quoi. Donc voilà, les galeries de figurines, bon, bah, c'est toujours les mêmes. Alors voilà, c'est ici, là, je parlais euh, de leur schéma de couleur noir et blanc, que je trouve un peu décevant, en fait, de la part de Games. Donc, je pensais à partir sur ça un moment, puis finalement, je trouve ça assez plat. Euh, mais je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai choisi de faire au final. Voilà. Alors moi perso, je vais pas partir sur des losanges parce que c'est juste moche les losanges. Enfin, moi j'aime vraiment pas ça. Et en plus, le gros souci du losange, à mon sens, c'est que si c'est bien fait, tu te dis ouais, c'est des losanges. Si c'est pas bien fait, bah c'est moche. Donc ça pardonne pas l'erreur en fait. Donc ouais. Voilà, donc on vous présente différents schémas de couleurs pour différents masques. Que je vois. Donc moi j'ai de la vieille figurine de 40 000, je crois que c'était la V2. Les arlequins sont tout petits, sont ultra statiques. Donc je n'ai pas encore ces figurines-là en plastique, donc je pense que j'en achèterai quand même une boîte. De toute façon il va falloir, parce que j'ai pas assez de troupes pour monter à 1000 points. Donc j'en achèterai et on va voir, je vais sûrement faire des petites conversions. Voilà, donc là les mots-clés masque, l'explication un peu des pouvoirs qu'on va pouvoir donner. Et enfin, les profils. Donc les profils, le Troop Master qu'on a en premier. Donc j'ai le Troop Master, personnage qui bouge à 8, donc là ça va être le truc de l'armée en fait, le mouvement, hein, il bouge à 8 tous, c'est assez balèze. Il bouge à 8, il a 2 plus de plus en combat et en tir, bon, force 3, endurance 3, c'est de l'Eldar. Il a 5 PV, 5 attaques, commandement 9 et une sauvegarde de 6+. Donc c'est pas grand chose. Il est de base équipé d'un pistolet shuriken, d'une lame d'arlequin, de grenade à plasma, mais peut remplacer son pistolet shuriken par un pistolet à fusion ou un neurodisrupteur. Donc, le pistolet à fusion, c'est quelque chose qu'on connaît chez les Eldar noirs, donc c'est portée 6, force 8, PA 4, dommage D6. Si on est à la moitié de la portée de l'arme, on lance 2 dés pour le jet de dégâts et on conserve le plus élevé. C'est quand même pas mal. Le disrupteur a une portée de 12, lui, c'est de la force 4, mais PA-3 qui met D3 dommages, mais qui devient dommage 1 contre des véhicules, hein, parce que ça attaque le psychisme. Voilà, la lame d'arlequin, bon, c'est une arme de base. La caresse de l'arlequin, déjà ça va être plus intéressant, ça va être plus 2 en force, moins 2 à la sauvegarde, et un dommage. Donc c'est plutôt pas mal. L'étreinte de l'arlequin est très bonne aussi, c'est plus 1 en force, donc on monte sur la force 4. C'est moins 3 à la PA, et un dommage. Et sinon, bah, celui que j'aime bien, hein, c'est le baiser de l'arlequin, c'est quand même l'arme mythique quoi, de cette armée. Où là on va être sur du force plus 1, PA-1 seulement, mais dommage D3. Donc là ça peut être très sympa contre du multi-PV. En fait c'est ça qui va être difficile je trouve au niveau des équipements, parce que tous les arlequins peuvent avoir l'équipement que vous voulez. Et en fait est-ce qu'on va prendre quelque chose qui donne plus en force mais qui fait qu'un dommage, ou quelque chose qui fait plus en force, enfin un bonus un peu moindre en force, mais une grosse pénétration d'armure, mais qui fait qu'un dommage, ou un truc qui est un peu moyen, mais qui fait plusieurs dommages. Donc voilà, est-ce que vous attaquez du multi-PV ou du mono-PV, voilà, toute la question est là. Au niveau des règles spéciales, les aptitudes sont vraiment super cool. Toute l'armée a crescendo irrésistible. Donc une figurine peut avancer et charger au cours du même tour. De plus, elle peut battre en retraite et tirer ou charger au cours du même tour. C'est super fort, c'est-à-dire que votre figurine bouge de 8 pouces, plus un des 6, plus elle peut charger. C'est super fort. C'est vraiment super fort, je trouve. En plus, histoire de... Il y a des ceintures antigraves, donc on considère toutes les figurines et les décors comme n'étant pas sur le terrain quand on se déplace. On passe à travers, on passe au-dessus. Voilà, ça c'est... tu veux te cacher, bah tu te cacheras pas longtemps, quoi. Et enfin, la chorégraphie de guerre. Toutes les unités amies du même masque à 6 pouces
peuvent relancer leur jet de blessure ratée au combat. Et évidemment, une petite sauvegarde invulnérable de 4+. Donc en fait, ce que va craindre surtout l'armée, je pense, ça va être les blessures mortelles, puisque toute l'armée a de la sauvegarde invulnérable. Donc voilà. Ensuite, le Shadowseer, donc il va être le psycheur de la bande. Donc mouvement 8, 2+2+ en combat et en tir, parce que mine de rien, c'est un psycheur, mais c'est quand même un super combattant. Il a 5 PV, que 3 attaques, il a une sauvegarde à 7+, ça me fait toujours marrer. Donc voilà. Il a un pistolet shuriken, un lance-grenade hallucinogène et un sceptre de brume. Son pistolet, il va pouvoir le remplacer par un disrupteur, par un neurodisrupteur uniquement. D'accord. Donc il a le même règle que tout le monde, crescendo irrésistible, holo combinaison, pour une sauvegarde invulnérable à 4+, et la ceinture antigraphe pour passer à travers tout ce qu'il faut. Mais il a bouclier d'illusion, toutes les unités infanterie de même masque que lui à 6 pouces, l'adversaire aura -1 pour blesser ses figurines. Donc c'est pas mal. Quand t'as que 3 en endurance, mine de rien, regarde, sur de l'arme à force 4 ou 5, c'est surtout sur de l'arme à force 5, je pense que ça va être super intéressant, parce qu'en fait, sur de l'arme à force 4, tu vas blesser sur du 3+. Donc en mettant -1 au jet de blessure, tu repars sur du 4+. Donc c'est comme s'ils avaient +1 en endurance en fait. Sur de l'arme à force 5, tu vas les blesser sur du 3+, avec 3 d'endurance. Mais tu as -1 pour toucher, ça va devenir du 4+, donc ça fait comme s'ils avaient 5 d'endurance. Et ça, c'est super fort, mine de rien. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme effet, ça j'aime bien. Je pense que c'est un aimant très défensif qui va être très sympa à jouer. Moi, de toute façon, j'en mets un d'office, hein, j'ai la figurine, donc voilà, il sera d'office dans l'armée. Ensuite, en choix de troupes, on a les troupes. Donc une troupe est constituée de 5 players et on peut ajouter jusqu'à 7 players supplémentaires. Donc on peut faire une unité de 12 figurines. Il n'y a pas de chef dans les troupes. Ça, je trouve ça assez étrange en fait. Parce qu'en fait, c'est assez simple à expliquer, c'est qu'au départ, quand ils sont apparus, les Harlequins, il y avait la troupe avec le troupe master et un Shadowseer. C'était une unité alliée pour les Eldar et tout. Et en fait, le Shadowseer et le troupe master sont devenus des personnages, donc maintenant il n'y a plus de chef au sein de l'unité. D'ailleurs, en termes de figurines, c'est assez bizarre parce qu'il faut acheter la boîte de troupe Harlequin pour avoir la figurine de troupe master. Donc la figurine de troupe master n'existe pas à l'unité, c'est assez étrange. Bon, bah là, globalement, on est sur du mouvement 8, du combat 3, tir 3, un seul PV, mais 4 attaques. Et ça, je trouve que quand même, 4 attaques par figurine pour une unité de base, c'est assez fou. Après, c'est fragile, hein, ça craque, mais vu qu'ils ont crescendo irrésistible et les ceintures antigraves, avec des holo-combinaisons qui leur donnent une invulnérable à 4+, on peut vraiment emmener le combat où on veut, le déclencher tout de suite, y aller, voilà, dire je veux taper ici, je taperai ici. Donc c'est quand même très très puissant quoi, comme truc. Mais derrière ça craque quoi. S'il y a une contre-offensive, ils vont prendre très cher les Harlequins. Hein. Voilà, donc pas de règle spéciale, si ce n'est que chaque figurine est armée d'un pistolet shuriken et d'une lame d'Harlequin, mais peut remplacer son pistolet shuriken par un neurodestructeur ou un pistolet à fusion. Donc oui, on peut avoir une unité avec 12 pistolets à fusion si on veut. Et là, ça devient très très fort, hein, parce que c'est du 3+. Bon, il faut être à 3 pouces pour avoir le double dommage, mais ça devient très très fort. Et on peut choisir pour toutes les figurines entre étreinte, baiser ou caresse d'Harlequin. Voilà. Enfin, on a le Death Jester. Donc le Death Jester, c'est un peu dur à dire. Donc il a un mouvement de 8 aussi, il a 2+2+, pour corps à corps et tir, toujours force 3, endurance 3, ça c'est immuable dans l'armée, 5 PV et 4 attaques, donc c'est pas une bille en corps à corps non plus, hein. C'est plutôt puissant. Et il est armé d'un canon hurleur, il y a 0 option sur ce personnage, il est armé d'un canon hurleur. Le canon hurleur, il a une portée de 24 pouces et on va choisir le type d'arme, le type de munition qu'on va tirer. Donc soit on va tirer en hurleur, dans ce cas c'est 24 pouces, assaut 1, force 6, PA -1
dommage 1. Et chaque fois qu'une figurine d'infanterie est tuée par une attaque avec cette arme, son unité subit D3 blessures mortelles. Si une ou plusieurs figurines sont tuées par cette arme, soustrayez 2 à la caractéristique de commandement de cette unité jusqu'à la fin du tour. Donc ça, on verra, comme il y a plusieurs effets pour donner des malus de commandement, on va pouvoir un peu gérer comme ça les pertes. Ça peut être un style de jeu assumé. Sachant qu'en plus, avec cette arme, chaque fois qu'on obtient un jet de blessure de 6 ou plus, la PA devient -3 au lieu de 0. Sauf que c'est -1 sur le hurleur. Bon, c'est une faute de frappe, mais en gros, vous avez -1 sur le hurleur, 0 sur le shuriken, et quand vous attaquez, chaque fois qu'on obtient un 6 pour blesser, la PA devient -3, peu importe la valeur qu'il y a là, je pense. Et en shuriken, bon, c'est le canon shuriken qu'on connaît, hein, c'est 24 pouces, assaut 3, force 6, PA 0, dommage 1, et donc quand on fait des 6, ça passe à -3. Il a crescendo irrésistible, donc il peut... c'est une arme d'assaut en plus, donc il va pouvoir bouger de 8, avancer d'un D6, tirer avec son arme d'assaut et charger. C'est quand même pas mal. Il a ceinture anti-grave, il ignore les décors, et il a il a holo combinaison, comme tout le monde, à 4+. Voilà. Il a chasseur mortel. Cette figurine peut cibler un personnage, même s'il n'est pas l'unité ennemie la plus proche. Et ça peut être très très cool. Après, ces armes ne sont pas assez efficaces à mon avis. Voilà, il aurait mérité d'avoir un petit effet, limite qui soit pas assaut, qui soit lourd en mode sniper avec un dommage multiple. Ça aurait été sympa d'avoir un dommage multiple sur un canon hurleur. Et là, la mort ne suffit pas. Si au moins une figurine d'unité qui a été attaquée par le Death Jester à ce tour fuit, vous pouvez choisir la première figurine qui fuit à la place de l'adversaire. Et ça, c'est drôle du coup, parce que entre le -2 qu'on va pouvoir lui mettre avec ça, les trucs qu'on va voir par la suite, où on peut encore mettre des mails supplémentaires, et le fait que vous choisissez la première figurine qui suit, s'il a un super champion ou s'il a une super arme dans son unité, vous choisissez l'arme en premier et voilà quoi, vous êtes débarrassé. Et c'est un personnage aussi, non, il ne va pas être ciblable s'il n'est pas l'unité la plus proche. Ensuite, on a le solitaire. Solitaire qui est un personnage unique dans l'armée. Lui se déplace à 12 pouces de base, comme ça, 12. Le mec, il va aussi vite qu'une moto Space Marine, quoi. Donc 12 pouces, il a 2+2+, en corps à corps et en tir. Il a 3 en force, 3 en endurance, parce que c'est la norme. Il a 5 PV, il a 8 attaques, 9 en commandement, il sauvegarde à 6+. Il est armé d'une caresse d'Arlequin et d'un baiser d'Arlequin. Et là, c'est du gros. Donc déjà, il ne peut jamais être seigneur de guerre. Parce que c'est un damné, enfin on verra son fluff plus tard. Donc il ne peut pas mener au combat les Arlequins. C'est un solitaire, il travaille en parallèle en fait de la troupe. Il a le crescendo irrésistible, donc il peut bouger de 12, avancer de 2d6 et charger, enfin avancer d'un d6 pardon et charger à 2d6. Enfin, il peut avec un gros coup de bol, il peut charger tour 1. Et on va voir que en fait il n'y a pas forcément besoin du coup de bol. Forme impossible, lui il a une sauvegarde invulnérable à 3+. Donc ça c'est hyper intéressant. Il se déplace à travers tout avec la ceinture anti-grave. Et enfin sa capacité spéciale qui est le Blitz. Une fois par bataille, au lieu d'effectuer un mouvement normal, solitaire peut effectuer un blitz lorsqu'il ajoute 2d6 à son mouvement jusqu'à la fin de ce tour. Donc 12 plus 2d6 plus la course d'un d6 plus la charge. Ça devient du grand n'importe quoi. De plus, ses attaques passent à 10 jusqu'à la fin de ce tour. Il ne peut pas activer cette aptitude s'il est la cible d'un pouvoir psychique sentier crépusculaire à ma phase psychique précédente. Voilà. Donc ça, c'est c'est un assassin. C'est pour aller tuer le seigneur de guerre adverse et tout. Encore une fois, bon, soit on utilise la caresse d'Arlequin, on fait des attaques force 5, PA-2, dommage 1. Bon, en même temps, quand il y en a 10, 2+, ça peut valoir le coup. Soit on fait des baisers d'Arlequin, donc à force 4, PA-1, mais qui font D3 dommages. Encore une fois, s'il y en a 10, ça peut vraiment valoir le coup. Ensuite, on va passer aux attaques rapides. Donc là, on va être sur le Skyweaver. Skyweaver, ça va être la moto. Donc l'unité contient 2 Skyweavers.
Et elle peut avoir jusqu'à 2 Skyweavers supplémentaires ou 4 Skyweavers supplémentaires. Chaque figurine est équipée d'un canon shuriken et de bolas stellaires. Donc, le canon shuriken, on le connaît, c'est Assaut 3, 24 pouces, Force 6, PA 0, dommage 1. Et si on fait un jet de 6 ou plus pour blesser, ça passe à PA-3. Le canon disrupteur qu'on va pouvoir mettre à la place du canon shuriken, c'est donc 24 pouces Assaut D6, Force 4, PA-1, dommage 1. Mais si la cible est un véhicule, quand on obtient un jet de blessure de 4+, avec cette arme, la cible subit une blessure mortelle en plus de tout autre résultat. Si le jet est de 6+, elle subit D3 blessures mortelles supplémentaires au lieu d'une. Donc là, c'est fait pour cibler du véhicule, ce qui va être en fait la grosse faiblesse de l'armée à mon avis, puisque on manque d'armes de tir longue portée. Et surtout de gros calibres en fait. Donc là, ouais, ça va être pour aller chercher du temps, quoi. Et donc on va avoir 2 armes en fait. On va avoir soit les bolas Zephyr, les bolas stellaires. Donc c'est une grenade D3, portée 12, force 6 PA-3, dommage 2. Et ça c'est génial. Ça c'est une bonne arme. Bon alors c'est dommage que ce soit une grenade, parce que du coup c'est-à-dire qu'on peut en faire qu'une en tir de contre-charge. Mais la grenade est quand même sympa, quoi. Et sinon, à la place de la grenade, on va pouvoir mettre une Vouge Zephyr. Donc la Vouge Zephyr est une arme de mêlée qui fait force +1, PA-2, dommage 2. Voilà. À voir si ça vaut le coup de l'équiper. Je suis pas trop sûr, moi, de mon côté. Elle a Crescendo irrésistible. Et elle a tourbillon de couleur. Donc vous avez une moto qui bouge à 16, qui peut avancer et charger dans le même tour, sachant que si elle avance, elle ajoute 6 au mouvement au lieu de lancer un dé. Forcément 6. Donc en fait, vous avez une moto qui peut faire 22 pouces et charger quand même. Holo combinaison, donc 1 vue à 4+, et lanceur mirage. L'adversaire soustrait 1 à tous ses jets de touche effectués contre cette unité en phase de tir. Donc là, c'est quand même pas mal comme unité, parce que vous pouvez la mettre où vous voulez sur la table. Enfin voilà, une phase de mouvement de 22 pouces. C'est juste... Alors, ce qui est bizarre, en revanche, donc ça a 3 PV. C'est pour présenter la moto, les 2 pilotes. C'est une endurance de 4. Une grosse endurance chez de l'Eldar. Et ça n'a que 3 attaques. Donc ça a moins d'attaques qu'un player de troupe. Donc un de vos mecs de base. Ça, c'est assez bizarre. Ensuite, on a le Void Weaver. Putain, c'est dur à dire. Void Weaver. Donc le Void Weaver, ça va être votre unité de soutien, seule unité de soutien du codex. Qui bouge à 16, qui a 3+3+, qui a une force de 5 et une endurance de 5. Et là, c'est du véhicule en fait. Et qui a 6 PV pour 3 attaques, commandement de 8, une sauvegarde de base à 4+. Et il est armé de 2 canons shuriken et d'un canon disrupteur de base. Et on peut changer le canon disrupteur pour un canon prismatique. Le canon prismatique est assez intéressant, puisqu'en fait, on va choisir le profil qu'on va utiliser. Et là, ça va être vraiment sympa, en fait, si vous voulez de la saturation ou du tir de qualité, en fait. Donc, on va voir la saturation. C'est toujours 24 pouces. Il n'y a pas d'arme qui va plus de 24 pouces là, dans cette armée. Donc, c'est de l'armée de courte portée, quand même. Donc là, c'est 24 pouces. Soit vous allez prendre le tir dispersé. Donc, vous allez avoir un assaut D6, encore de l'arme d'assaut. Donc, on va pouvoir courir, enfin avancer et tirer quand même. C'est important pour le reste des règles. Donc soit vous prenez assaut D6, force 4, PA-2, dommage 1. Soit vous prenez assaut D3, force 6, PA-3, dommage D3. Soit vous prenez le tir rayon, assaut 1, force 8, PA-4, dommage D6. Voilà, on a de l'arme anti-char. Et je trouve que cette arme est vraiment bien parce que s'il y a du monde en face, vous faites l'assaut D6. S'il y a un char à tomber ou une grosse créature, vous faites l'assaut 1. C'est vraiment chouette. Pour moi, c'est quasi obligatoire le prismatique. Voilà. Tourbillon de couleur. Quand elle court, elle fait 6. Donc vous êtes à 16, plus 6, droit de tirer,
droite chargée. Sauvegarde invulnérable de 4+, -1 pour tirer dessus, et elle peut exploser sur un 6. Le véhicule bénéficie aussi de la règle masque qu'on aura choisie dans son détachement. Et enfin, vous avez le véhicule qui est le Star Weaver. Star Weaver, il a 16 en mouvement, 3+3+, force 5, endurance 5. C'est la même chose que le Void Weaver. Voilà. Il a 2 canons shuriken, donc assaut 3, ça vous fait quand même 6 tirs, hein, juste comme ça. Il est découvert, donc les figurines qui sont à bord peuvent tirer. Ça, c'est très chouette. Ça, c'est une règle que j'aime bien, qu'on retrouvait déjà chez Drukhari avec les Raiders et les Venom et tout. Donc, pouvoir tirer depuis le véhicule, c'est quand même super bien, je trouve. Pour moi, ça va être sympa aussi de mettre des Death Jesters à l'intérieur. Donc, peut-être faire un petit véhicule avec plusieurs Death Jesters. Bon, le problème, c'est que si le véhicule explose, vous lancez sur un, vous retirez la figurine. Comme il n'y a que des. Peut-être mettre une petite troupe dedans. Non, maintenant, il n'y a pas le nombre de figurines. Enfin, voir comment faire, mais je pense avec des Death Jesters à l'intérieur, on peut faire une plateforme de tir assez sympa. À réfléchir. Hein. Bon, voyons voir. Donc, tourbillon de couleur, hein, il fait 6 au lieu de lancer un D6. Un vu à 4+, -1 pour tirer dessus, il explose. Et on peut embarquer 6 figurines d'infanterie masque. Le même masque que lui. 6 figurines, ce qui est bien, puisque les troupes sont par 5 minimum. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 5 troupes et un personnage avec. Donc ça peut être sympa. Et la Wedway Gate en fortification. Bon, j'avoue que ça, je vois pas trop l'intérêt, en dehors d'un joli décor. Mais à jouer, en fait, vu les possibilités de déplacement de l'armée, je crois pas que ça va être intéressant à mettre. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est un truc qui va être disponible pour toutes les armées avec le mot-clé Eldari. Donc ça va être disponible pour les Craftworld, pour les Drukhari et plus tard pour les comment il s'appelle les Inari. Donc la Webway, ça a une endurance de 8, 14 PV, une sauvegarde à 3+, avec une invulnérable à 5. C'est 2 éléments qui doivent avoir 5 pouces entre deux. Voilà, puis ils peuvent. Enfin, je ne vais pas lire toutes les règles, mais en gros, c'est un point d'entrée pour faire venir les unités voilà, qui sont en réserve. Alors, moi en tant que joueur de Drukhari, forcément, je compare avec ce que j'ai sous la main. Drukhari, j'ai le stratagème portail de la toile qui me permet de déployer mes unités directement où je veux. Donc, bon. Non, aucun intérêt à mes yeux. Aucun intérêt chez Arlequin parce que les véhicules qui bougent à 22, c'est pas la peine. Enfin, on peut les mettre dans sa zone de déploiement, on bouge à 22, on est où on veut sur la table. Et les unités, pareil, qui vont bouger à 8 plus 1 des 6, donc tu bouges entre 9 et 14 pouces. C'est pas très utile de pouvoir d'avoir ça, avec le risque, hein, si le portail est détruit, vos unités qui ne sont pas encore sorties du portail sont détruites. Donc non, je ne suis pas du tout fan. Bon, plein de figurines, hein. Encore de Harlequin contre du Slaanesh. Et là, on va avoir les masques. Alors déjà, la règle défenseur de la bibliothèque interdite, on est habitué, c'est qu'en fait, les troupes deviennent ont objectifs sécurisés, quoi. Voilà. Et on va avoir les différents masques. Donc les masques, on en a 6. On a le chagrin nocturne, l'art de la mort. Les guerriers acrobates du chagrin nocturne se déplacent avec détermination et sont incroyablement obstinés. Les unités avec cette forme peuvent se déplacer de D6 supplémentaires lorsqu'ils battent en retraite. De plus, ils peuvent consolider jusqu'à 6 pouces. Donc là, comme on a une armée qui peut battre en retraite sans subir de malus de tir, de charge ou quoi, en fait on va battre en retraite, on va retirer, En fait le but ça va être de loquer votre adversaire sans tuer toute son unité pendant votre tour, pour être toujours engagé contre lui pendant son tour, pour ensuite vous dégager et réengager quelqu'un d'autre à votre tour. Voilà, je pense que l'armée ça va être ça son but. Et ça peut être très drôle. En termes de gameplay, je trouve ça hyper intéressant. Donc là, on va pouvoir battre en retraite encore plus loin pour se placer encore mieux. Et surtout, si on détruit une unité, pour moi, c'est pas le but de détruire l'unité. Mais du coup,
consolidé de 6 pouces. 6 pouces, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que si vous détruisez une unité, vous allez pouvoir vous déplacer, voire peut-être contacter autre chose quoi, avec 6 pouces. Ensuite, on a le chemin voilé, les tisseurs d'énigmes. Les arlequins du masque du chemin voilé sont rusés. Et au combat, ils sont passés maîtres dans l'art de la tromperie et provoquent des hallucinations. Au début de chaque phase de combat, lancez 2 dés, défaussez le résultat le plus élevé. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que votre adversaire cible une unité avec cette forme et obtient un jet de touche qui, avant modificateur, est exactement le résultat du dé, ce jet de touche échoue. Bof, c'est hyper aléatoire. C'est-à-dire si vous faites un double 6, vous êtes super content. Si vous faites, s'il y a un 1 dans le jet, bah, vous en foutez quoi. Parce que c'est avant modificateur et c'est un échec. C'est pas un dé qui est retiré par exemple. Par exemple, ce serait avant modificateur, ce dé est retiré. Ça veut dire que bah, si vous faites 1 sur le dé, que votre adversaire a des relances ou quoi, bah, c'est 1, en fait vous les retirez avant modificateur. Donc il ne va pas avoir le droit de les relancer. Là ce serait intéressant. Mais du fait que ce soit juste, que ça devienne un échec, avec tous les systèmes de relance qui existent dans les différents codex, bah, c'est pas intéressant parce qu'en fait, bah, ouais, ton 3 ça va être un échec, donc t'as qu'à le relancer quoi. Voilà. Et en plus, bah, c'est dépendant d'un jet de dés, alors bon. Les astres glacés, fureur hystérique. Le masque des astres glacés combat avec une joie frénétique, tuant ses ennemis avec une gouaille terrible à contempler. Si une unité avec cette forme charge en phase de charge, ajoutez 1 à sa caractéristique d'attaque jusqu'à la fin de la phase de combat suivante. Ça c'est sympa. On a quand même des arlequins qui sont à 4 attaques par tête de pipe. C'est-à-dire une troupe de base de 5 gars, c'est 20 attaques. Là quand elle charge, vous allez monter à 25 attaques. Donc ouais, ça commence à parler quoi. Dépit culminant, les fils du serpent. Le masque du dépit culminant combat presque uniquement de façon aéroportée et frappe du ciel sans prévenir. Après, ça va être plutôt pour de l'armée dans des véhicules, à mon avis. Hein. Les figurines avec cette forme qui peuvent voler ou qui sont embarquées dans un transport qui peut voler considèrent leurs pistolets comme des armes assaut 1 au cours d'un tour pendant lequel elles avancent ou le transport dans lequel elles sont embarquées avance. De plus, les figurines ne subissent pas de pénalité pour toucher en tir avec des armes d'assaut lors d'un tour où elles ont avancé. Donc là, ça peut être très marrant d'avoir des unités... allez, c'est parti. 6 arlequins, 6 troupes, dans un Star Weaver, avec chacun un pistolet à fusion. Vous avancez, donc vous faites 16 pouces, plus 6, 22, pour vous mettre à 3 pouces d'un char, d'un truc à plein de points de vie, à 3 pouces. Vous allez faire 6 tirs sur du 3+, force 8, PA-4, en lançant 2d6 et gardant le meilleur pour les jets de dommages. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a les ombres oniriques, sombres sentinelles. Les arlequins de l'ombre onirique se griment sous les traits grotesques et funestes. Leur seule crainte est d'échouer dans leur veille secrète. Lorsqu'une unité avec cette forme rate un test de morale, une seule figurine de l'unité fuit. De plus, chaque fois qu'une figurine avec cette forme est tuée ou fuit, lancez un D6 avant de la retirer. Sur 4+, elle peut soit tirer avec une arme comme en phase de tir, soit effectuer une seule attaque comme en phase de combat. C'est plutôt sympa. Bon, c'est là que vous envisagez de perdre vos figurines aussi, hein, c'est donc clair. Donc moi, c'est pas celui qui me fait le plus rêver. Et enfin, on a le suaire muet, danse des cauchemars incarnés. Affronter le suaire muet, c'est faire face à ses propres peurs, magnifiées en une tempête silencieuse qui balaie toute santé mentale et étouffe les pensées rationnelles jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une terreur animale. Soustrayez 1 à la caractéristique de commandement des unités ennemies tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de votre armée ayant cette forme. En outre, quand votre adversaire effectue un test de morale pour une unité à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de votre armée ayant cette forme, il doit lancer 2 dés et défausse le résultat le plus bas.
Là, donc voilà, si on veut jouer sur le commandement, là on a quelque chose qui est vraiment parfait. Parce que non seulement on va mettre -1 en commandement, mais en plus on va forcer l'adversaire à jeter 2 dés et défausser le plus bas. Donc c'est plus de chances de faire un score élevé. Donc -1 plus un score élevé potentiel, c'est vraiment chouette. Avec les effets, je pense, le Death Jester à jouer avec le suaire muet, ça peut être vraiment très 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 chouette. Vraiment. On va voir par la suite, il y a d'autres trucs qui jouent sur le commandement et ça peut être sympa. On va arriver au stratagème. Et là, pour une petite armée, il y a quand même pas mal de stratagèmes. On a 3 pages de stratagèmes. Alors on a le grand harlequin. Pour 2 points de commandement, au début de la bataille, on choisit un troop master qui devient un grand harlequin et gagne l'aptitude suivante. Volonté du dieu moqueur. En phase de combat, relancez les jets de touche de 1 pour les unités amis masques qui sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. On peut utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille. En fait, vous allez transformer un Troop Master en Super Troop Master qui, en plus de faire relancer les jets pour blesser, va aussi faire relancer les jets de 1 pour toucher au corps à corps. Voilà, si vous voulez, c'est quasi obligatoire à mes yeux ce stratagème. Parce qu'en fait, vous allez faire des bulles de relance grâce à ça. Et voilà, pour 2 points de commandement, vous allez avoir des relances quoi, pour 2 points de commandement. Donc c'est bien, c'est chouette. Et je pense que, en plus, le fait que ce ne soit pas un profil, mais qu'on le paye en points de commandement, on va pouvoir spécialiser, peut-être avoir 2 ou 3 troupes master dans l'armée. En avoir un peut-être spécialisé contre les personnages, un spécialisé contre les véhicules, je sais pas, voilà, des trucs comme ça. Et selon l'armée en face, en fait, on va choisir lequel va être le grand harlequin. Donc lequel a le plus de chances d'avancer avec les troupes pour aller au corps à corps, ou justement lequel va rester derrière le cordon de troupes pour donner son bonus. Donc j'aime bien le fait que ce soit en point de commandement qu'on fasse augmenter un profil. Ensuite, il y a énigme de la bibliothèque interdite. Donc ça, c'est le truc classique hein, pour avoir des artefacts en plus. Hein, voilà. On a l'assaut par la toile. L'assaut par la toile, ça va être au cours du déploiement. On peut dépenser un PC pour placer une unité d'infanterie harlequin ou de motard de notre armée dans la toile au lieu de le placer sur le champ de bataille. Ou alors on peut dépenser 3 pour en placer 2. Et donc, placer dans la toile, ça arrive en frappe en profondeur. Donc, quand on a déjà un stratagème comme ça, le portail, la Webway Gate, elle me paraît encore moins utile d'un coup. Donc, voilà, moi je préfère utiliser ça, si besoin. Et je suis pas sûr qu'il y en ait souvent besoin. Mais je préfère utiliser ça qu'utiliser la Webway Gate, du coup. Ensuite, on a brouillage prismatique. Donc on l'utilise après qu'une unité d'Harlequin est avancée. Cette unité, elle se garde vulnérable de 3+, jusqu'à la fin du tour. Sympa. Une unité qu'on veut absolument protéger pour le prochain tour. 3+ en vue. C'est pas mal, quoi. C'est sympa. Pas beaucoup de trucs qui permettent de le faire. Sachant que vous le déclarez après que l'unité est avancée. Et c'est valable jusqu'à la fin du tour. Donc même au corps à corps, si vous savez que vous avez foncé au corps à corps, pour que l'adversaire ne puisse pas répliquer, c'est très sympa. La voix des héros. Au début de la phase de mouvement, lors de laquelle un Death Jester, un solitaire ou un Shadowseer de votre armée sont à 6 pouces ou moins les uns des autres, on peut retirer les 3 figurines du champ de bataille et on les repose où on veut à plus de 9 de l'ennemi. Donc ça c'est du téléportation. Ouais, c'est rigolo. Encore une fois, bon ça coûte 2 PC, mais pourquoi avoir une Webway Gate quand on a la voix des héros comme ça? Là, avec l'assaut sur la toile, je replace mes trucs comme je veux. Avec la voix des héros, je déploie les 3 côte à côte. Tour 1, je fais ça. Je les mets où je veux à 9 pouces. Enfin, ces trucs-là sont 10 fois mieux que la Webway Gate et il n'y a pas de risque qu'ils restent perdus dans le warp parce qu'on a cassé la porte, quoi. Ensuite, on a geste de Ségorak. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité ennemie bat en retraite face à une unité harlequin de votre armée. Une fois qu'elle a fini de se déplacer,
Si aucune autre unité ennemie n'est à 1 pouce ou moins de votre unité, elle peut tirer sur une unité qui a battu en retraite, comme en phase de tir. Ça c'est bien, tu vois, si on veut jouer justement, on va expliquer une petite tactique aussi, c'est faire un cordon autour d'une unité, ne pas la tuer pour qu'elle soit encore là pendant le tour suivant, et si elle se barre, vous la punissez en plus. Donc je trouve ça assez rigolo. Les 100 épées de Vol. C'est ce stratagème au début du premier round, avant le début du premier tour. Choisissez une unité Harlequin de votre armée, retirez-la du champ de bataille, redéployez-la n'importe où dans votre zone de déploiement. Si vous choisissez un transport, toutes les unités embarquées sont dedans, blabla. Voilà. Encore une fois, pourquoi la Webway Gate? Tourment du puits de feu. Donc là, ça va être en phase de combat avant d'attaquer avec un personnage Harlequin qui a perdu un ou plusieurs points de vie. On va améliorer de 2 sa caractéristique de force et d'attaque. Vous le voyez venir, le solitaire, là? Bon, faut qu'ils aient perdu des points de vie. Le problème, c'est qu'ils sont fragiles. Donc, est-ce qu'un personnage qui a perdu des points de vie survit à cette perte ou pas? Ou en même temps, ils ont 5 PV, c'est quand même pas mal, 5 PV. Mais c'est rigolo, quoi. C'est vrai que tu balances ça sur un solitaire le moment où tu veux te faire le seigneur de guerre en face, à condition que ton solitaire soit blessé, bien évidemment. Et là, tu vas, en faisant ton blitz, tu émets 12 pains, force 7, PA-2, tout ça, ou alors 12 pains, force 6, PA-3. Enfin, il y a moyen de faire un truc marrant, quoi. Instrument du destin. Donc quand un Shadowseer va lancer un pouvoir psychique, il va pouvoir lancer un deuxième, enfin un supplémentaire pendant la phase. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Ensuite on a Danseur de guerre, utilisez ce stratagème à la fin de la phase de combat. Une unité d'Harlequin de votre armée qui a déjà combattu à cette phase, elle peut immédiatement engager et combattre une fois de plus. Ouh, ça peut être sympa. Avec le truc qui permet d'avoir plus en force quand on charge, là, voilà, sur ce masque, ça peut être très fort avec ça parce que du coup, on a plus, enfin, pardon, pas plus en force, plus une attaque le tour où on charge. Là, du coup, on rentabilise doublement la charge. Bon, ça vaut quand même, ça vaut 3 PC, c'est énorme. Par contre, ça vaut super cher. On va voir les coups en points pour voir ce qu'il est possible de faire et parce que je pense qu'on peut faire plusieurs gros bataillons dans le truc. Ensuite, on a tirer et disparaître. Utilisez ce stratagème après qu'une unité Harlequin de votre armée tire en phase de tir. L'unité peut immédiatement se déplacer de 7 pouces, comme en phase de mouvement. Toutefois, elle ne peut alors pas charger au même tour. Ouais. Pas convaincu. Ouais, là, vu les armes, à part une unité comme on l'a dit tout à l'heure, une unité avec des pistolets à fusion, où là ça peut être intéressant, mais sinon, de toute façon, on a des armes qui sont pas super fortes. Ou sur des motos, pourquoi pas. Avancer avec des motos, tirer, se remettre. Peut-être sur une guerre d'attrition, ça peut être intéressant, mais en même temps, je suis pas sûr que les Harlequins soient les spécialistes de la guerre d'attrition, donc voilà. Pas tellement convaincu par ce stratagème. Entrée dramatique. Utilisez ce stratagème à la fin de la phase de charge de votre adversaire. Si un personnage Harlequin de votre armée est à 6 pouces ou moins d'unité ennemie, il peut effectuer une intervention héroïque en se déplaçant jusqu'à 6 pouces. 6 pouces d'intervention héroïque. Moi je trouve ça pas mal. Les guerriers acrobates. Ça vaut qu'un PC en plus, hein, très dramatique. Guerrier acrobate, pour un PC, lors de la phase de mouvement, l'unité d'infanterie Harlequin qui avance, on ajoute 6 à la caractéristique mouvement de l'unité à cette phase au lieu de lancer un dé. Voilà, si vous voulez être sûr d'être à la portée, c'est que vous faites 8 pouces plus 6, 14 pouces. Comme ça. C'est tout 14 pouces. Bon, c'est pour l'infanterie. Hein. Parce que de toute façon, les véhicules, ils l'ont déjà de base. Mort hurlante. C'est ce stratagème avant qu'un Death Jester de votre armée tire avec un canon hurleur ou le couperet. Donc le couperet, on va voir, c'est un artefact qui est après. En utilisant le profil hurleur de l'arme, jusqu'à la fin de la phase, augmentez la caractéristique de force de l'arme de 1 et ses dégâts deviennent D3. Voilà, là ça commence à être intéressant. Ça vaut un seul PC. Donc là, on peut avoir un Death Jester qui va pouvoir cibler du perso de manière un peu plus puissante.
Embusqué dans la toile. Utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. Choisissez une webway gate de votre armée. Soit 2 unités dans un tronçon de la toile peuvent en émerger à ce tour, soit une unité peut en émerger à ce tour et être placée directement à 3 pouces ou moins de la webway gate. Il y a plus de 1 de toute figurine ennemie. En plus, il faut payer. Les pleurs d'Isha pour un PC. C'est ce stratagème à la fin de n'importe quelle phase. Choisissez une unité harlequin de votre armée qui a subi des pertes à cette phase. Améliorez de 1 point sa sauvegarde invulnérable avec un maximum de 3+, jusqu'à la fin du tour. Sympa, c'est sympa. Après, on est sur une troupe où maximum il va y avoir 12 figurines, donc on en perd une. Il y en a 11 qui passent à 3+, pour un PC. Non, c'est pas mal. Haine sans joie, c'est ce stratagème lorsqu'une unité harlequin de votre armée est choisie pour combattre. Relancez les jets de touche et de blessure. Ratez des attaques qui ciblent les unités de Slanesh jusqu'à la fin de la phase. C'est fluff, c'est bien, ça fait plaisir. On va avoir le rire du labyrinthe. Utilisez ce stratagème lorsqu'une webway gate de votre armée est détruite, mais avant de retirer la figurine du champ de bataille, placez immédiatement une unité Eldari de votre armée qui n'a pas été déployée depuis la toile, entièrement à 3 pouces, blablabla. Bon, contre un adversaire intelligent, même ça marche pas pour sauver le truc, hein, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas faut être à 3 pouces maximum de la webway gate et à plus d'1 pouce d'une figurine ennemie. Donc s'il est malin, un cordon, c'est comme un cercueil autour d'un véhicule. Voilà, sachant que c'est une unité qui est fixe, c'est facile à mettre en place du coup. Réaction fulgurante. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité harlequin de votre armée est ciblée par une arme de tir ou de mêlée. Soustrayez 1 au jet de touche effectué contre cette unité jusqu'à la fin de la phase. Rigolo. Ça coûte 2 PC quand même. Grenade disruptrice. Utilisez ce stratagème avant qu'une figurine harlequin de votre armée lance une grenade à plasma sur une unité véhicule. Vous ne pouvez effectuer qu'un seul jet de touche avec cette grenade, mais s'il réussit, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles au lieu des dégâts normaux. Comme ça, voilà, j'ai envie. Et là, on va rentrer dans un stratagème spécifique au masque. Donc là, pour le chagrin nocturne, on n'a aucun prix n'est trop grand. C'est ce stratagème lorsqu'un personnage chagrin nocturne de votre armée est tué. Avant de le retirer comme perte, il peut combattre comme s'il s'agissait de la phase de combat. Si ce personnage était un solitaire, ou s'il a été tué par une unité du chaos, ajoutez 1 à ses caractéristiques force et attaque en résolvant ce combat. Tu n'es même pas à l'abri de mon personnage quand tu le tues. Voilà, c'est rigolo. Après, c'est uniquement en phase de combat, donc s'il se fait tuer au tir, le personnage, c'est de toute façon foutu pour vous. Pour le chemin voilé, on a reflet capricieux. Utilisez le stratagème à la fin de la phase de charge de l'adversaire. Choisissez une unité chemin voilé de votre armée. Elle peut immédiatement effectuer une intervention héroïque comme si elle était un personnage. Ça, c'est rigolo. Une unité entière qui fait une intervention héroïque. Frénésie malicieuse pour les astres glacés. Pour 2 PC, mine de rien. Utilisez ce stratagème avant qu'une unité astre glacé de votre armée combatte en phase de combat. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au jet de blessure des attaques de cette unité qui cible les unités d'infanterie, de bêtes ou de motards ennemis. C'est sympa. En fait, tout ce qui n'est pas véhicule, personnage, si les personnages sont infanterie, je dis merde. Faire un exemple pour l'ombre onirique. C'est ce stratagème pendant votre phase de tir. Choisissez un personnage ombre onirique de votre armée. Jusqu'à la fin de phase, chaque touche réussie par cette figurine occasionne 2 touches. Ou 3 touches dans le cas d'un jet de 6+. Ça, c'est drôle. Mais encore une fois, je trouve que le tir n'est pas le truc le plus intéressant qu'on ait dans l'armée. Sauf que là, on est sur l'ombre onirique. Alors, je ne connais pas encore bien les... ouais, l'ombre onirique, c'est pas celle qui est le plus intéressante pour les Death Jesters. Donc, pour le dépit culminant, on a Danse Céleste, utilisez ce stratagème juste avant qu'une unité d'infanterie dépit culminant consolide. Au lieu de se déployer vers l'ennemi le plus proche, l'unité consolide jusqu'à 6 pouces vers le transport dépit culminant le plus proche de votre armée. Si toutes les figurines de l'unité terminent ce mouvement à 3 pouces ou moins du transport, elle peut immédiatement embarquer. Sa capacité de transport est suffisante, comme en phase de mouvement, et ce, même si l'unité a débarqué au même tour. Donc ça, la danseuse, c'est pas mal pour faire du repli dans le véhicule, avoir son... Mais encore une fois, tel que j'envisage de jouer les Harlequins, c'est pas de cette façon-là que je le jouerai. Ensuite, on a le couteau soyeux.
Oh, c'est Jules. Pour le suaire muet. Utilisez ce stratagème à la phase de charge. Choisissez une unité suaire muet de votre armée. Les unités ennemies ne peuvent pas lui tirer dessus en état d'alerte lors de cette phase. Ça, c'est très sympa. Ça coûte quand même 2 PC. Alors, par rapport aux masques, un peu, revenons sur les masques. Suaire muet, c'est là où le tir va être intéressant et on ne peut pas tirer dessus quand on charge. Je trouve qu'il y a des trucs qui ne sont pas très logiques dans les trucs. Non, pardon, suaire muet, c'est le -1 en commandement. Du coup, vous arrivez plus facilement au corps à corps. Ouais, ça peut être intéressant. Les fils du serpent. Non, c'est dépit culminant. Dépit culminant, c'est où on retourne le véhicule. Ouais, ce sera à voir. Alors, la discipline de la fantasmancie. Donc, c'est le fait de créer des illusions. On va voir le sentier crépusculaire. Valeur de 6. Si manifesté, choisissez une unité ami arlequin visible du Psyker à 3 pouces ou moins. C'est relativement proche quand même. On peut immédiatement se déplacer comme en phase de mouvement. Pas plus d'une fois par unité à chaque phase psychique. Brume de rêve. C'est une valeur de 6. Si manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, l'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche de cette unité tant qu'elle cible des unités d'infanterie arlequin. Histoire de forcer à tirer sur les véhicules, quoi. Miroir manteau. Valeur de 7. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins du Psyker. Les 2 joueurs lancent chacun un des 6. Si le stade joueur arlequin est supérieur ou égal à celui de l'adversaire, l'unité visée subit une blessure mortelle. Recommencez jusqu'à ce que l'unité soit détruite ou que l'adversaire obtienne un résultat supérieur. C'est trop aléatoire pour que ce soit intéressant. Voilà. À la limite, s'il y avait une mécanique nous permettant d'augmenter la valeur du dé ou de lancer 2 dés, choisir celui qu'on garde, quelque chose comme ça, une petite mécanique pour assurer le jet, ça peut être intéressant, mais là, il y a mieux ailleurs, clairement. Voile de larmes, valeur de charge 7. C'est nécessité, je suis une unité amie d'infanterie arlequin à 18 pouces. Et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, ce serait 1 au jet de touche pour les attaques effectuées contre cette unité. Donc là, entre ça, le stratagème, le machin, bille, enfin, on va commencer à pouvoir en mettre plusieurs partout, ça peut être sympa. Éclat de lumière, c'est du 7. On choisit une unité ennemie à 18 pouces. Elle subit des 3 blessures mortelles et doit soustraire 1 à son commandement jusqu'au début de la prochaine phase psychique. Coupler ça avec le Death Jester, plus comment il s'appelle, le sentier, le suaire muet. On va commencer à faire des trucs sympas là sur le commandement. Vous imaginez une unité qui subit un tir du Death Jester en ayant eu un éclat de lumière dans la tronche et en ayant des unités à 3 pouces, elle a -4 en commandement. Et si elle va voir son jeu de commandement, c'est vous qui choisissez la figurine qui est retirée. Je pense que là, ça c'est le truc pour rentabiliser le mieux le Death Jester, à mon avis. Et danse de la toile, valeur charge de 7, si manifesté. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, lancez un des 6 quand une unité amie arlequin à 6 pouces ou moins du Psyker perd 1 PV. Sur 6, il n'est pas perdu. Ouais, c'est un gadget celui-là. C'est pareil, c'est trop aléatoire. Alors qu'il y en a qui sont super intéressants. Moi j'aime beaucoup du coup le voile de larmes, l'éclat de lumière, les sentiers du crépuscule et la brume de rêve. Ça fait beaucoup, mais ils sont trop bien. Voilà, et là on va attaquer les traits de seigneur de guerre. Donc les traits basiques, communs, on va avoir chance du dieu moqueur, relancer les jets de touche, de blessures et de dégâts de 1 pour votre seigneur de guerre. Même les dégâts. Et ça, vu qu'on va avoir des armes, c'est quoi? C'est l'étreinte qui a... on va revenir sur les profils des armes. Les armes de corps à corps, mine de rien. Quand on fait dommage des 3, qu'on fait 1, c'est toujours un peu décevant. On va avoir le pistolet à fusion qui va être dommage des 6. On va avoir le neurodisrupteur qui est dommage des 3. Surtout, on va avoir voilà, le baiser d'Arlequin qui est dommage des 3. Le sceptre de brume qui est dommage des 3. Donc ça peut être sympa quoi, de relancer les dommages.
Ensuite, il y a Tempête Fractale. Le seigneur de guerre a une sauvegarde d'arme de 3+ contre les armes de mêlée. C'est bien. Un pied dans le futur. Ajoutez 2 au mouvement de votre seigneur de guerre. De plus, ajoutez 1 à la distance à laquelle il peut se déplacer à chaque fois qu'il avance. Bas en retraite. Charge, effectue une intervention héroïque, engage ou consolide. Ça, c'est super bien, je trouve. Donc, vous avez un seigneur de guerre qui bouge à 10, qui peut courir et charger dans le même tour, qui peut... mais en plus, qui va faire des interventions héroïques à 4 pouces, qui va charger à 1 pouce de plus. Moi, celui-là, j'aime beaucoup. Il est très chouette. Comédien lumineux. Relancez les jets de charge ratés du seigneur de guerre et de toute unité masque à 6 pouces ou moins de lui. Voilà, si vous voulez taper fort au bon moment, ça c'est pas mal, mine de rien. Parce que ça marche aussi sur les unités à 6 pouces de lui. Donc ça va créer une bulle supplémentaire en fait. Tragédien ténébreux. Chaque jet de blessure de 6+ obtenu pour une attaque de ce seigneur de guerre en phase de combat inflige une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Ouais, je trouve que le personnage sur qui ça irait le mieux, ce serait le solitaire, mais le solitaire ne peut pas être seigneur de guerre, donc celui-là, il me fait moins rêver qu'un pied dans le futur. Et acteur crépusculaire, une fois par bataille, vous pouvez relancer un jet de touche de blessure de sauvegarde ratée de votre seigneur de guerre. De plus, si votre armée est réglementaire avec votre seigneur de guerre et sur le champ de bataille, lancez D6 à chaque fois que votre adversaire utilise un stratagème. Si le résultat est identique au nombre de points de commandement dépensés pour le stratagème, vous gagnez un nombre équivalent de points de commandement. C'est rigolo, mais... ouais. Pour une armée... Contre une armée qui est beaucoup basée sur les points de commandement, l'utilisation des capacités, par exemple l'Astra Militarum, je pense qu'ils ont beaucoup besoin de leur points de commandement, ça peut être très intéressant. Sinon, faut faire 1 ou 2 quoi, pour récupérer 1 ou 2 points de commandement. Pareil, c'est très aléatoire. Alors, au moins, moi, un pied dans le futur, ça me plaît parce que c'est pas aléatoire. C'est une valeur en plus. C'est stable. Non, c'est bien, j'aime bien. Et maintenant, il y a les traits des masques. Donc, pour le chagrin nocturne, on va avoir Némésis des damnés. Chaque jet de touche de 6+ pour votre seigneur de guerre à la phase de combat occasionne 2 touches au lieu d'une. En outre, ajoutez 1 au jet de touche pour votre seigneur de guerre contre des unités du chaos. Bon, bah ça, c'est... Si jamais votre seigneur de guerre a du masque chagrin nocturne et que vous tournez contre un adversaire chaos, vous prenez ça direct. Sinon, le fait que sur des 6, ça fasse 2 trucs, encore une fois, je préfère les plus de mouvements en plus. Plus de mouvements en plus, ouais. Bon. Donc ouais, si vous jouez contre du chaos, c'est très intéressant, surtout si vous êtes déjà chagrin nocturne, donc prenez ça. Mais par contre, si on ne joue pas contre du chaos, juste avoir le fait que les 6 font 2 touches, encore une fois, je préfère un pied dans le futur pour avoir plus de mouvement et pour avoir le +1 sur tous les autres, sur tous les jets de dés concernant le mouvement. Pour le chemin voilé, on a marcheur de la toile. Au cours du déploiement, vous pouvez placer votre seigneur de guerre dans la toile plutôt que sur le champ de bataille. Et il peut en sortir à la fin de n'importe quelle phase. Placez-le n'importe où à plus de 9 de ennemi, voilà. Ouais. Je préfère que mon seigneur de guerre ait une capacité, parce que ça, à la limite, je peux payer des PC pour que mon seigneur de guerre il soit en frappe en profondeur. Et mettre un personnage tout seul en frappe en profondeur, sachant que je ne peux pas créer un personnage full tir, avec du gros tir qui tâche quoi, dans l'armée, je suis pas... Non, celui-là ne me plaît pas. Les astres glacés, nos frères se relèveront. Lancez un D6 chaque fois qu'une figurine d'unité astre glacé de votre armée à 6 ou moins de votre seigneur de guerre perd son dernier point de vie. Sur un 6, ce PV n'est pas perdu, la figurine n'est pas tuée. Et cette figurine n'a pas d'effet... Enfin, ce trait n'a pas d'effet sur si l'unité est sous l'effet du pouvoir psychique danse de la toile, qui fait déjà ça en fait. On va pas lancer 2 fois le dé. Ensuite, pour le dépit culminant, on a marcheur céleste. Le seigneur de guerre peut débarquer d'un transport après que ce dernier s'est déplacé. Ok, là ça commence à faire du sale. Donc vous allez pouvoir avoir je pense un troop master qu'il vaut mieux mettre dans un véhicule, se déplace de 16, avance de 6, débarque à 3. Est-ce qu'il a droit à sa phase de mouvement du coup Bah oui, on a droit à phase de mouvement quand on débarque. Bouge à 8. Ça fait beaucoup quand même.
Mais c'est rigolo. Sachant que le débit culminant, il faisait quoi déjà sur les. En. Ah oui, en stratagème, c'est celui on peut retourner vers le véhicule. Et son pouvoir, le débit culminant. Dessus, on a. Les armes deviennent assaut quand on est dans le véhicule. Bon, c'est sympa. Suaire muet, l'ultime bouffonnerie. Si votre seigneur de guerre est tué en phase de combat, lancez un d 6 sur 2+, l'unité qui a tué votre seigneur de guerre subit D3 blessures mortelles une fois qu'elle a fini d'attaquer. Sur un 6, elle subit D6 blessures mortelles à la place. C'est de la vengeance. Voilà. Pareil, pas fan. C'est encore, ça dépend d'un jet de démon, c'est du 2+, mais moi j'ai pas de bol. Globalement, je préfère quand même un pied dans le futur. Un pied dans le futur sera toujours utile. Voilà. Et ensuite, on a les énigmes de la bibliothèque interdite. Là, ça va être les artefacts. Les artefacts, il y en a, mine de rien, pas mal. Donc, le masque des secrets. Le porteur améliore d'un point son commandement. De plus, les unités ennemies réduisent d'un point leur commandement quand elles sont à 6 pouces ou moins de lui. Petite tactique là, avec les malus de commandement et tout. Là, ça commence à faire beaucoup, non? L'épée fabuleuse. Figurine avec épée énergétique uniquement. Donc déjà, épée énergétique, si je dis pas de bêtises, il n'y a que le Troop Master qu'on a une, donc voilà. Et donc c'est une arme, force +1, PA -3, dommage D3 qui relance les jets de touche ratée. C'est pas mal. C'est une épée énergétique améliorée. La combinaison des lames cachées. Lancez un D6 à chaque fois qu'un résultat de 1 est obtenu pour le jet de touche d'une figurine ennemie qui cible le porteur en phase de combat. Sur 2+, l'unité de cette figurine ennemie subit une blessure mortelle une fois toutes ses attaques résolues. Ça c'est rigolo, c'est pour les gros échecs en fait que vont faire l'adversaire contre vous, vous allez lui mettre des patates en plus. Crescendo, figurine avec pistolet shuriken uniquement, le crescendo remplace le pistolet shuriken, et donc c'est un pistolet D6, portée 12, force 4, PA 0, dommage 2, chaque fois qu'on fait un 6, PA -3. Ça c'est bien, ça j'aime bien, c'est un bon gros pistolet shuriken de remplacement. La tenue de brume stellaire. Le porteur est sauvegarde une arme de 3+, contre les armes de tir. De plus, les unités ennemies ne peuvent pas lui tirer dessus en état d'alerte lors du tour où il a avancé. Ça, c'est super bien. C'est super bien parce que du coup, vous allez pouvoir locker une unité au corps à corps sans qu'elle fasse son tir d'état d'alerte et ensuite l'engager avec le reste. Donc, ouais, moi je trouve ça super cool. L'œil du dieu moqueur. Les unités Harlequin Ami réussissent automatiquement leur test de morale quand elles sont à 6 pouces ou moins du porteur. De plus, lancer un D6 chaque fois qu'une unité Harlequin Ami subit une blessure mortelle en phase psychique et qu'elle se trouve à 6 pouces ou moins du porteur. Sur 6, la blessure est ignorée. Bon, réussir automatiquement, c'est pas mal. Est-ce que j'ai envie de dépenser un artefact pour ça? Il y a des artefacts plus sympas quand même. La rose de Ségorak, figurine avec baiser d'Arlequin. Donc c'est un baiser d'Arlequin avec +1 en force, PA -1, dommage D3. Relancez les jets de blessure ratés de cette arme. Lorsqu'elle attaque de l'infanterie, cette arme a un dégât de 3. Voilà votre arme pour tuer du personnage ennemi. Le tocsin de minuit, figurine du chagrin nocturne uniquement. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, le porteur peut activer le tocsin de minuit. Jusqu'à la fin de la phase, toutes les unités chagrin nocturne améliorent d'un point leurs caractéristiques d'attaque tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins du porteur. Bon bah voilà, c'est pas mal. Le bâton miroir, c'est pour un Shadow Seer du chemin voilé uniquement. Il remplace son bâton normal. Il a un tir qui est portée 12, assaut 6, PA 1, dommage 1, ou en mêlée, PA -1, dommage D3. Et le jet de blessure requis avec cette arme en phase de tir est égal à la CT non modifiée de la cible. Ainsi, si cette arme cible une cible avec une CT de 3+, l'arme blessera sur 3+. Ça c'est pas mal, ça c'est rigolo du coup. Plus vous allez taper sur du combattant efficace, plus ça va être facile de le blesser. Je trouve ça assez cool. Le masque Ghoul, figurine astre glacé uniquement. Le porteur du masque Ghoul peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique à chaque phase psychique ennemie de la même façon qu'un Psyker. De plus, ajouter 1 au test d'abjuration du porteur.
qu'il y a beaucoup de psychiques en face, mais sinon, je suis pas convaincu. Le couperet. Death Jester de nombre onirique uniquement. Donc le couperet en mode hurleur, il a une portée de 30, arme la plus longue portée du codex. Assaut 1, force 7, PA-3, dommage 1. Ou alors en mode shuriken, il a portée 30, assaut 3, force 7, PA-2, dommage 1. Quand on choisit un des profils, si on fait 6, ça devient de la PA-4. Et chaque fois qu'une figurine infanterie est tuée par une attaque ayant le profil de hurleur de cette arme, cette unité subit des 3 blessures mortelles. Si plusieurs unités sont tuées, -2, 1, 1. Donc ouais, bon, c'est un super canon shuriken, quoi. Enfin, un super canon, canon hurleur. La serre de Faolchou. Figurine du débit culminant uniquement. Tant que le porteur est embarqué dans un transport du débit culminant, ce véhicule peut se déplacer de 6 pouces supplémentaires en phase de mouvement. De plus, s'il est détruit lorsqu'il transporte le porteur, ne lancez pas de dés pour voir si les figurines qui débarquent sont tuées. Voir si le transport explose. Aucune figurine n'est tuée, le transport n'explose pas. Ça, c'est cool si vous voulez jouer vraiment de l'embarqué. Là, c'est super. Vous allez avoir un véhicule qui, du coup, bouge de 22, 28 avec l'avance. Si vous voulez, vous mettez la possibilité de débarquer après avoir déplacé. Et surtout, il n'explose pas. Enfin, ouais, non, c'est super. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Et enfin, le voile scintillant. Troopmaster ou Shadow Seer du suaire muet uniquement, améliore de 3 à la portée des aptitudes d'aura du porteur. Et ça, c'est super bien, parce que du coup, votre Troopmaster que vous passez en grand harlequin, il a plus 3 sur tous effets. Donc à 9 pouces, les unités relancent léger pour blesser, léger pour toucher de 1. Ouais, c'est super bien. Celui-là, il est super chouette. On va pas regarder les objectifs tactiques qui changent. Et là, les valeurs en points, ça c'est intéressant. Parce que du coup, on va avoir un Death Jester sans équipement qui vaut 45 points. Et donc, quand on lui rajoute son canon hurleur, bah, canon il a 0. On a un personnage qui vaut 45 points, qui est une élite à 45 points. Typiquement, c'est fait pour en jouer plusieurs. Voilà. Pour moi, il faut jouer plusieurs Death Jester. Peut-être en mettre 3, 4. Voilà. Chaque fois que vous allez faire, je pense, chaque fois qu'on va faire une troupe de 5 dans un Star Weaver, hop, vous complétez avec un Death Jester pour 45 points. Ça peut être rigolo. Mais surtout que la V8 est une édition où on va avoir de plus en plus de personnages en élite, par exemple. On va y avoir beaucoup de personnages de soutien avec des bulles. Du coup, pouvoir les cibler, c'est vachement bien. Même si c'est pas le personnage super balèze et tout. Ouais, le Death Jester, il n'a peut-être pas les capacités de tuer un seigneur de guerre, mais tuer un petit soutien qui est entre deux unités, c'est super bien, je trouve. Ensuite, on a le Shadow Seer qui vaut 125 points. Ses armes sont à... Est-ce que sont 7 ? Donc ses armes sont à 0 de toute façon, donc il est à 125, sauf si vous lui mettez un neurodestructeur, il passe à 135. C'est bien, c'est pas trop cher, je trouve que c'est pas mal. Les Skyweaver, donc les motos qui se jouent par 2 à 6 à 30 points par figurine sans équipement, sachant qu'elles ont elles ont un canon shuriken et un bolas stellaire. Le bolas est gratuit, donc canon shuriken c'est 10. Donc ça fait du 40 points par moto. Si vous mettez la vouche, ça fait du 46. Le solitaire, il vaut 84 points. 84 points, il a un baiser et une caresse, 7 et 7, 14, donc ça fait du 98 points, là, le solitaire. Waouh, moins de 100 points pour ce qu'il fait, moi j'adore. Heureusement qu'on peut l'avoir qu'une fois dans l'armée, parce que moi je mettrais que ça sinon. Le Star Weaver, donc le véhicule, il a 79, avec, il a 2 canons shuriken, donc il a 99 points. Les troupes par 5 minimum, c'est à 13 points par figurine. Plus après, on va mettre les équipements. Donc, si on met une caresse, ça fait déjà du 20 points. Enfin, caresse, baiser, c'est de toute façon 20 points. L'étreinte, elle, est à 6, donc ça ferait du 19 points. Et après, on rajoute le pistolet. Ce pistolet à fusion, c'est rigolo, c'est 9 points quand même. Le neurodestructeur, il a 10 points.
c'est marrant, je trouve le pistolet fusion plus intéressant que le neurodisrupteur. Et puis sinon, bah, le reste est gratuit, donc c'est bon. Ouais, on va être sur une figurine à 20 points, quoi. 30 points. 30 points en gros. 30 points par figurine quand même pour des mecs qui ont un seul PD, c'est chaud. Les troupes master, il est à 70 points. 70 points, et vu le coût des équipements, bah, il va pas coûter grand chose un troupe master. C'est pour ça je pense qu'on va en jouer plein en fait. Le Void Weaver, 68 points. 68 points, et c'est là qu'on va ajouter, pour moi, il faut mettre le canon prismatique, donc on a 88 points, et le canon shuriken, on a 98 points. Voilà. Voilà pour ça. Et la Webway Gate, elle a 120 points, je trouve ça que c'est 120 points de trop. Voilà. Donc c'est très chouette, ça me donne super envie. Donc là, je vais monter 1000 points d'Arlequin. Voilà, donc là, j'ai défini mon schéma de couleurs. Donc vous voyez, c'est des vieux Arlequins en métal. Hein. J'ai pas les nouveaux, mais je vais en acheter quelques-uns. Donc voilà, je définis mon schéma de couleurs. Donc en fait, ça va être une combinaison qui va être noire, en fait, qui va être basée en Etching Grey avec un gros lavis noir et qui va être rééclairci avec différents gris. Quelques détails qui vont être passés au bleu Incubi Darkness et éclairci au turquoise, donc comme là par exemple l'épée et la ceinture anti-grave. Tout ce qui est tissu crinière, ça va être en fuchsia. Et toutes les gemmes en vert pétant. Et ensuite les masques et les gardes et les pistolets vont être en os. J'aime bien l'os, hein, vous le savez si vous suivez la chaîne, si vous suivez mes travaux. Voilà, donc je suis assez content de celui-là. Les autres vont pas tarder à suivre. Le chemin est défini. Donc voilà pour ce codex qui est tout petit, hein, mais qui est tout petit aussi en termes de prix, c'est-à-dire qu'il est, presque 10 € moins cher que les codex traditionnels. Donc voilà, petit codex, on va voir donc avec Tini, on va chacun se faire une armée de 1000 points. Moi ça va être sur les Arlequins, lui ce sera sur les Custodes. Voilà, globalement, bah écoute, ça a l'air assez marrant. Ça a l'air très spécifique à jouer quand même. Enfin, en tout cas, moi j'ai une idée qui se dégage. On va voir ce que ça donne en termes de jeu. J'ai pas encore trop choisi le masque à jouer. J'aime bien celui qui met des malus de morale. Mais en même temps, ouais, on va voir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau dispositif vous convient. Si la lecture du fluff vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'en ferai peut-être plus souvent, parce que là maintenant j'ai un beau jeu de micro où je peux parler très près et très bas, faire des ambiances comme ça. Donc voilà, bon, tout ça c'est un essai. Si ça vous convient, on continue comme ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de vous abonner à la page, de liker, de partager. Hein. Plus il y a de monde qui viendra sur la chaîne, plus j'aurai de motivation pour continuer à faire des trucs. Si vous voulez voir encore plus de vidéos, n'hésitez pas à regarder tout ce que j'ai déjà fait. Il y a plusieurs catégories. Hein. Là, on est dans Ouvre la boîte. Ouvre la boîte, ça va être la découverte de nouveautés, que ce soit du jeu ou du livre ou de la figurine ou du jeu de rôle, etc. Mais il y a aussi Sous les pinceaux qui va être des conseils de peinture. Il y a À quoi qu'on joue, on va jouer une partie d'un jeu en expliquant un petit peu les bases des règles parfois. Voilà, il y a plusieurs thématiques, donc n'hésitez pas à voir les autres. Et si jamais vous n'en avez pas assez, sachez que je suis aussi dans un collectif qui s'appelle Du pain et des jeux. Et on fait des vidéos, on fait notamment un live tous les lundis soirs à 20h30. Voilà, donc en espérant que tout ça vous intéresse, merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Salut!